Tout de suite sur BIM TV. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur BioOne Télévision pour une nouvelle session d'actualité. À la une, Kinshasa accueille la toute première conférence nationale sur les infrastructures, un rendez-vous majeur consacré à la modernisation des travaux publics en RDC, placé sous le thème des infrastructures durables et innovantes. Cette rencontre vise à repenser les bases d'un système plus performant et compétitif. À l'ouverture des travaux, le président de la République a réaffirmé son ambition de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré et tourné vers la modernité grâce à des infrastructures solides au service du développement. Meurtre par balle d'un militaire de la garde républicaine dans la commune de Ngaliema, le principal policier de la Légion nationale d'intervention impliqué a été condamné à la peine de mort par le tribunal militaire de garnison de Mongafula. Son sort a été fixé lors d'une procédure de flagrance. Son co-accusé a lui été totalement acquitté. Ce verdict rendu à Kinshasa ravive les interrogations sur les bavures policières et la sécurité des citoyens lors des interventions des forces de l'ordre. Dans la ville de Bukavu, une initiative entrepreneuriale innovante attire de plus en plus l'attention par l'élevage de mouches soldats noirs. Joëlla Bouhenda valorise les déchets organiques en les convertissant en aliments pour animaux et en fertilisants naturels à travers sa structure Astiferme. Elle s'impose progressivement comme une figure montante de l'économie verte tout en formant de membres jeunes aux métiers liés à la transition écologique. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Les infrastructures constituent un levier essentiel du développement économique et de la transformation structurelle de la République démocratique du Congo, tant elles conditionnent la croissance, la connectivité et la compétitivité du pays. C'est dans ce contexte que s'est ouverte à Kinshasa la toute première conférence nationale sur les infrastructures placée sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en RDC ». À l'ouverture des travaux, le président de la République a réaffirmé son ambition de faire de la RDC à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré et tourné vers la modernité. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Notre ambition est de transformer notre position géographique exceptionnelle en avantage stratégique décisif. Situé au cœur du continent, notre pays a vocation à devenir un grand corridor de transit entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, mais aussi entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Cette centralité doit cesser d'être une donnée géographique passive. Elle doit devenir un levier actif de richesse, d'intégration et de puissance économique. C'est dans cette perspective que nous visons la mise en place d'un système de transport intégré, fluide et performant, dans lequel les échanges pourront se déployer sans entrave de Banana à Goma, de Banana à Sakania et au-delà vers les grands espaces économiques régionaux. Cette ambition implique notamment le développement du chemin de fer à écartement standard, la montée en puissance du port en eau profonde de Banana, ainsi que l'interconnexion progressive de nos infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, afin de capter une part croissante des flux de marchandises et de personnes
générés par la zone de libre-échange continentale africaine. L'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo apparaît comme un enjeu majeur pour soutenir la croissance économique, attirer davantage d'investissements étrangers et stimuler la création d'emplois dans un contexte de compétitivité accrue entre les économies. C'est dans cette optique que la Première ministre Judith Suminwa a échangé avec plusieurs diplomates autour des réformes nécessaires afin d'identifier les obstacles et de mettre en place des réformes capables de renforcer l'attractivité du pays. On a eu une discussion très riche et très franche sur la situation, sur le climat d'affaires, les défis, mais aussi les opportunités à attirer des investissements de tous nos pays. Bon, les défis sont connus, il y a beaucoup de problèmes sur la fiscalité, la situation juridique, la loi de sous-traitance, le SMIC, qui empêchent nos entrepreneurs à venir ici et créer aussi d'emplois pour l'RDC. Je crois que le Premier ministre est bien au courant. Bien sûr, elle a aussi expliqué le travail que fait son gouvernement pour améliorer la situation. Et on a fait tout d'accord de continuer à travailler là-dessus ensemble. Oui, en fait, on est ici avec un groupe d'une vingtaine d'ambassadeurs, comme j'ai dit, de tous les pays, Belgique, Chine, l'Espagne, la Zambie, Angola. En fait, je peux continuer à dire. Ce qu'on veut vraiment, c'est donner ce signal politique qu'on a besoin d'une amélioration du climat d'affaires pour assurer que nos entreprises qui sont déjà ici peuvent travailler et grandir, mais aussi pour attirer des nouveaux investisseurs. Oui, absolument, en tant qu'ambassadeur, ça fait part de notre travail d'être en contact avec notre secteur privé et de discuter les défis, mais aussi les opportunités qui sont pleins aussi dans ce pays. Je pense avec un groupe tellement large, les opportunités sont aussi très larges. Ça peut être dans l'agriculture, le secteur minier, le secteur logistique. On a parlé des corridors, mais bon, tout est possible en fait. À la conférence épiscopale nationale du Congo, de jeunes membres du cadre de concertation réunissant des représentants des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile ont eu un échange sur le pacte social. Senko et CC sur le pacte avec Monseigneur Donatien Cholet, accompagné de Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix. Ces discussions ont permis à ces jeunes de s'engager alors à mobiliser d'autres plateformes de débouchés sur une paix durable. Plus de détails dans cet extrait de Jonathan Massengo, porte-parole de cette délégation de jeunes. Et la Senko nous a mis à notre disposition des informations qui nous échappaient. Désormais, nous sommes aguerris. Et de notre côté, nous avons également déposé un document facultatif qui serait envisageable d'être discuté aux prochaines négociations qui se voient à l'horizon. Et la Senko s'est portée garant. La Senko n'a pas d'obligation à être médiateur et elle a dit clairement que peu importe la composante ou encore l'organisation qui pourrait mener à bien ces pourparlers, la Senko prendra part si elle est inclusive. Alors, concernant les documents facultatifs que nous avons déposés, ils se substituent en 6 axes. Nous proposons quelques réformes sur l'autorité de la régulation de l'État. Nous proposons quelques réformes sur la cohésion nationale. Nous proposons également des réformes dans la justice et le travail. Nous parlons de la cohésion nationale ainsi que du voisinage transfrontalier et surtout nous taxons sur les réformes électorales. Vous savez, c'est là où se trouve la pierre d'achoppement de notre système électoral, puisque nous proposons la suppression du seuil de représentativité nationale qui est une injustice électorale. Mais également, nous proposons l'abolition du candidat multicarte où on avait un candidat à la fois député national, député provincial ainsi qu'au sénatorial. Nous proposons donc une alternative adéquate, c'est-à-dire un mandat, un homme, un siège.
Et là, nous vous offrons une exclusivité. Il faudrait lire ce document pour comprendre la valeur même qui est incorporée dans ces textes. Et s'il reste ou encore demeure une démarche souveraine, aujourd'hui nous avons franchi le premier pas avec la CENCO. S'en suivra une démarche mêmement. Nous irons donc déposer les mêmes documents aussi auprès du président du CENSA. Nous serons reçus également par le chef de l'État. Cette rencontre est actée dans son agenda. L'Assemblée nationale a déclaré recevables 2 projets de loi portant ratification d'accords de prêt avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique d'un montant global de 150 millions de dollars américains. Ces textes soutenus par plusieurs partenaires internationaux ont été renvoyés à une commission mixte pour examen approfondi avant adoption. 150 millions de dollars américains pour matérialiser 2 projets dans le cadre de la relance économique et des enclavements en République démocratique du Congo. D'abord, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, fort d'un financement de 70 millions de dollars américains. Ce programme avait comme objectif de lutter contre la pauvreté et l'enclavement dans les provinces du Maniema, de la Lomami, du Kasaï central et du Kasaï oriental. Il prévoit notamment la réhabilitation de plus de 980 km de routes et pistes rurales dans l'axe stratégique Kindu-Kasongo, ainsi que la construction d'infrastructures sociales de base au profit de 1,2 million de Congolais. Le deuxième projet est celui de l'implantation des incubateurs des PME agricoles. De montant de 16 millions de dollars américains, ce projet pilote vise notamment la création d'emplois par l'entrepreneuriat. 8 incubateurs modernes seront implantés ainsi dans plusieurs provinces, dont le Tanganyika, le Nord Kivu, le Congo central et bien d'autres pour accompagner les jeunes et les femmes dans la transformation locale des produits agricoles tels que le manioc, le maïs, le café ou encore le cacao. Ces accords d'un montant total de 150 millions de dollars américains mobilisés auprès de plusieurs partenaires dont le Fonds international de développement agricole, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, le gouvernement de la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique vise ainsi à transformer durablement l'économie nationale. L'Assemblée nationale a déclaré recevables ce mardi ces 2 projets de loi portant ratification d'accords de prêt conclus avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Les 2 projets ont été présentés par le ministre des Finances devant les élus. Lors de son intervention, Doudou Famba a souligné que ces initiatives n'étaient pas de simples prêts, mais des investissements structurants pour la justice sociale et la cohésion nationale. Il est également noté qu'ils répondent directement à l'impératif de réduire la dépendance alimentaire de la RDC tout en stimulant la croissance dans les territoires. Après un débat enrichissant, la plénière a donc décidé d'envoyer ces 2 projets à la commission mixte pour un examen approfondi avant leur adoption finale. À noter que le gouvernement attend avec sérénité les conclusions de la commission mixte afin de permettre le déblocage rapide de ces fonds essentiels au bien-être des populations rurales et à l'émergence notamment d'une classe moyenne agricole. Toujours à l'Assemblée nationale, 2 autres projets de loi portant réforme électorale en République démocratique du Congo ont été déposés ce mardi au bureau de la Chambre basse du Parlement sur une initiative du député national Meshak Mandefou. Ces projets visent principalement à renforcer la transparence, améliorer la gouvernance électorale et structurer davantage le processus démocratique. Les députés nationaux Mandefou Mouila Meshak a présenté ce mardi 7 avril 2026 à l'Assemblée nationale 2 propositions de loi modificatives visant à réformer en profondeur le cadre électoral en République démocratique du Congo. Ces initiatives législatives s'inscrivent dans une volonté de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance électorale et de structurer davantage les processus démocratiques. Déposer des propositions de loi. La première concerne la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la Commission électorale indépendante. Nous avons déposé une proposition de loi. La deuxième concerne également la proposition de loi qui modifie la loi électorale sur l'organisation des élections en RDC. Donc c'est ça les 2 propositions. Chacune de ces 2 propositions contient des innovations. Parlant de la loi organique portant organisation et fonctionnement, vous allez voir que nous avons apporté une touche nouvelle tout en proposant, bien sûr, l'organisation
des élections ou soit l'organisation de la CENI doit tenir compte des critères géopolitiques comme c'est exigé dans la Constitution. Nous avions également demandé la suppression de l'Assemblée plénière parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez cette Assemblée plénière, elle est pléthorique et budgétivore. Un membre du bureau, un membre de la plénière en rang d'un vice-ministre. Nous avons organisé les élections ici en 2011. Ils étaient au nombre de 11. Il n'y avait pas d'inconvénient. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 15. Lorsque vous prenez les membres de leur bureau, vous verrez qu'ils sont au-delà de ce qui est prévu. Les deux propositions de loi seront soumises à l'examen de la plénière de l'Assemblée nationale où elles feront l'objet d'un débat avant leur éventuelle adoption. En cas de recevabilité, elles seront transmises au Sénat pour une seconde lecture conformément à la procédure législative en vigueur. À travers ces réformes, l'honorable Mandefumwela Meshak ambitionne de doter la République démocratique du Congo d'un système électoral plus transparent, plus équitable et mieux structuré. Autre chose, la réhabilitation de 26 centres d'appui et de production des services agricoles à travers le pays a été annoncée ce mardi par le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, lors de la présentation de rapports synthétiques issus des différentes missions effectuées à travers le pays dans le cadre de l'évaluation de la campagne agricole 2025-2026. La relance agricole en RDC passe par une urgence: réhabiliter les centres sémenciers en ruine. Selon les dernières évaluations, 95% des infrastructures sémencières du pays sont dans un état de délabrement très avancé, certaines remontant à l'époque coloniale. C'est ce qu'ont révélé ce mardi des experts agricoles dépêchés dans toutes les provinces après un état des lieux de la campagne agricole 2025-2026 et des infrastructures de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique du Service national des semences, des centres d'adaptation, d'application et de production des produits agricoles. Face à cette situation, le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, a annoncé la réhabilitation des 26 CAPSA en raison d'un par province. Objectif: transformer ces structures en centres intégrés capables d'assurer leur recherche, production, adaptation et distribution. Le dit projet prévoit également la mise en place d'infrastructures de stockage et de points de vente d'intrants agricoles afin d'améliorer l'accès aux semences et aux engrais sur l'ensemble du territoire. Vous avez visité au total 30 sites de CAPSA, 11 sites d'INERA et 7 sites de chasse massier dans le pays. 97% pour les CAPSA, puisque ça c'est vraiment... Les CAPSA sont un problème. Et puis 64% pour les INERA. Ces semaines que vous avez retrouvées, il y avait 968 personnes qui étaient des administratifs. Et il n'y avait que 5% d'ingénieurs agronomes. Eh bien, je vous dis, 26 de ces bâtiments vont être réhabilités cette année. Certains d'entre vous ici seront nommés pour aller animer les CAPSA en province. Chaque CAPSA comprendra 4 compartiments essentiels: un laboratoire de production et d'amélioration des semences, des laboratoires d'analyse des sols, des unités de contrôle des fertilisants et pesticides, un site de mécanisation ainsi que des stations météorologiques pour améliorer la planification agricole. Une dynamique qui illustre une ambition claire: faire de la revanche du sol sur le sous-sol une réalité tangible portée par des actions concrètes pour reconstruire durablement l'agriculture congolaise. Une vision qui prend forme et une ambition qui se concrétise. Le Fonds de promotion de l'industrie amorce un tournant décisif avec le lancement ce mardi de son système de gestion intégré. Cette plateforme va sans doute renforcer la gouvernance et la volonté de s'aligner aux exigences de son secteur. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie numérique, la présidente du conseil d'administration, le comité directeur et bien d'autres partenaires. Les détails dans ce reportage signé Pesamika. Devant ces écrans, des graphiques retiennent l'attention du public. Le Fonds de promotion de l'industrie concrétise son ambition en disposant désormais de son système de gestion intégré.
Cette plateforme dénommée ERC est un outil pensé pour renforcer l'efficacité et la transparence de cette institution. Je voudrais en ce moment solennel adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision et son engagement en faveur de la digitalisation. Nous entrons désormais dans une phase essentielle, celle de l'appropriation, de la stabilisation et de l'amélioration continue. Il nous appartient de faire vivre ces systèmes, de garantir la qualité des données et d'intégrer pleinement ces outils dans nos pratiques quotidiennes. Grâce à cette avancée majeure, le FPI peut désormais suivre ses projets en temps réel, optimiser ses ressources et offrir un accompagnement plus précis aux acteurs économiques. Une étape décisive qui illustre la volonté du Fonds de promotion de l'industrie de moderniser ses pratiques et de soutenir le développement industriel de manière structurée et innovante. Le système de gestion intégrée du FPI, il prend en charge toute l'activité du FPI, partant du financement du projet, qui est un des métiers du FPI, la taxe, qui est aussi un deuxième élément du métier du FPI, ainsi que le support qui prend toutes les directions, la direction financière, le risque, le juridique et le système d'information et le RH. Ce qui veut dire que nous couvrons tout l'ensemble de l'activité du FPI à travers ces ERP, ainsi que sa connectivité avec d'autres partenaires qui travaillent avec l'FPI. Cette solution a été développée et mise en place par SIGA dans le strict respect des normes internationales en matière de passation de marché, garantissant ainsi la qualité, la fiabilité et la conformité à chaque étape du processus. Cette innovation n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers une vision plus large, celle de moderniser la gestion, connecter tous les acteurs économiques et préparer le terrain pour de nouvelles opportunités industrielles. Désormais, les décisions du FPI pourront s'appuyer sur des données fiables, consolidées et accessibles en temps réel, avec des indicateurs de performance sectoriels, des tableaux de bord dynamiques, des outils de précision et d'anticipation stratégique. C'est ainsi que le numérique devient un outil stratégique de pilotage économique en ligne directe avec les ambitions de la vision DIAC Digital 2030 du président de la République, chef de l'État. Le Fonds de promotion de l'industrie ne se contente plus de planifier l'avenir, mais il le construit étape par étape avec rigueur, audace et détermination. Autre sujet, meurtre par balle d'un militaire de la garde républicaine. Le principal policier de la Légion nationale d'intervention a été condamné à la peine de mort par le tribunal militaire de garnison de Mongafula à l'issue d'une procédure de flagrance. Dans ce dossier jugé sensible, son co-accusé a été acquitté faute de preuves retenues contre lui. Ce verdict rendu à Kinshasa met en lumière les préoccupations persistantes autour des dérives dans certaines interventions des forces de sécurité. Face au juge, les deux policiers accusés du meurtre d'un militaire de la garde républicaine attendent impatiemment d'être fixés sur leur sort. Dans une ambiance placide, l'auditeur militaire prononce enfin son jugement. Le premier policier est acquitté, mais le second est condamné à la peine de mort. Un soulagement pour la famille du défunt qui ne réclamait rien d'autre que la justice. Non donner la mort à mon fils. Après plus de 3 mois que je n'ai pas vu, au jour qu'il va se décider de venir me rendre visite,
C'est le jour qui va laisser cette terre. Les proches du policier acquitté saluent pour leur part un jugement empli d'équité. La Bible nous dit, dans Acte 16, 31, toi Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi, appelle à Jean-Claude, appelle la fille aînée Nanga, Kondimananga, Naïbsa Nzambe, Toza va problématique, Toza va communauté, Toza va communauté, l'équipe n'a pas fait abîmer. Devant le fait accompli, le damné et ses avocats ont plaidé la non-intention de nuire. Mais l'argumentaire n'a pas pesé pour autant. Monsieur le Président, l'erreur inversible, c'est une infraction. Oui, mais une infraction dépourvue de l'intention. Monsieur le Président, vous allez remarquer que au début, les prévenus vous ont dit qu'ils étaient face à une menace, à une agression qui était imminente. Et la seule chose à faire, Monsieur le Président, était de faire recours à l'arme, à l'usage de l'arme. Cette énième affaire démontre à nouveau l'importance de la responsabilité des agents de l'ordre face aux bavures éventuelles, pouvant parfois coûter la vie. On va finir ce journal dans la ville de Bukavu, une initiative entrepreneuriale innovante qui attire de plus en plus l'attention par l'élevage de mouches soldats noirs. Joëlla Bouhendoa valorise les déchets organiques en les convertissant en aliments pour animaux et en fertilisants naturels. À travers sa structure Astiferm, elle s'impose progressivement comme une figure montante de l'économie verte en RDC. Cette jeune entrepreneur élève de minuscules insectes au pouvoir extraordinaire. Ces bestioles, ce sont des mouches soldats noirs. Elles jouent un rôle important dans la transformation des déchets organiques en aliments pour animaux. Chaque semaine, c'est sa routine. Joëlla Bouhendoa ramasse des œufs de mouches soldats noirs, traite les larves et les prépare pour la vente. Les insectes passent par un cycle de vie en 4 étapes. La phase larvaire étant la plus importante, car ils consomment de grandes quantités de déchets pendant 14 à 21 jours et peuvent réduire la matière organique jusqu'à 80% en moins de 3 semaines. On stérilise les déchets. Après cette étape-là, voilà, il y a des mouches. Il y a des mouches qui vont nous pondre des œufs. Nous, on va collecter ces œufs-là. Et lorsque les œufs vont éclore, voilà, les larves vont se nourrir des déchets. En se nourrissant des déchets, les larves vont grandir. En grandissant, elles vont atteindre une certaine taille. Voilà, nous alors on va sécher, on va transformer ces larves. On va sécher les larves, mais avant de sécher les larves, on va extraire de l'huile. Cette huile-là qui va servir dans la cosmétique. Mais également, lorsque les larves sont en train de décomposer les déchets, il faudrait préciser que voilà, les déchets décomposés, la matière fécale de larves sert d'engrais pour les champs. Cet engrais-là va être dirigé du côté du stockage qui va être conduit à l'agriculture. Mais également, les larves vont être transformées, séchées et broyées afin de servir d'aliment pour les animaux. Et donc, c'est comme ça que se passent tous les cycles. Par le biais de son entreprise Astiferm, Bouhendoa applique un modèle d'économie circulaire pour lutter contre la pénurie de déchets et d'intrants agricoles. La communauté n'a pas encore accepté l'élevage de la mouche soldats noire. Pour eux, jusque-là, c'est pas vraiment un métier intéressant. Surtout qu'il faut traiter avec les déchets, les mauvaises odeurs et tout. Et plus encore que nous sommes des femmes, c'est un peu répugnant et la société n'approuve pas. Mais à part cela, également, nous sommes face à un défi de production. La demande, elle est forte. Hein. La demande est forte, voilà. Mais nous, avec notre capacité de production, le fait qu'on n'a pas des équipements nécessaires, le fait que on n'a pas un espace assez vaste qui peut nous permettre d'exploiter une très grande quantité de déchets, comme je l'ai dit, 800 tonnes de déchets par jour. Et alors ça nous limite. L'élevage de la mouche soldat noir est de plus en plus perçu comme une alternative durable aux sources d'alimentation traditionnelles. Évalué à environ 1,18 milliard de dollars en 2026, ce secteur est en pleine expansion, porté par la demande de réduction des déchets et de protéines alternatives. Notre vision même est d'être une référence internationale dans la valorisation, non seulement dans la valorisation des déchets, mais également dans la production de protéines animales.
Donc voilà, on voudrait être reconnu à l'international, mais également on voudrait, voilà, on compte bientôt être situé dans certaines provinces stratégiques de notre pays, afin de pouvoir non seulement alimenter notre pays, mais également essayer d'alimenter d'autres pays d'Afrique et même du monde. Bukavu produit une grande quantité de déchets, voire 800 tonnes de déchets par jour. Et je me suis dit que voilà, mais ça c'est une matière première disponible. La matière première, elle est disponible et en très grande quantité. Je me suis dit qu'il fallait juste que j'ai des mouches et la matière première est disponible. Je me suis dit, mais ça, c'est carrément une source de revenus. Et je me suis dit que non, il fallait que j'exploite ces secteurs-là. Buendwa a déjà formé plus de 300 jeunes aux compétences vertes, en mettant l'accent sur la participation des femmes dans le secteur. En novembre dernier, elle a remporté la première place dans la catégorie agriculture lors du concours Women in AG Award pendant le salon Agritechnica en Allemagne. De cette édition du journal, merci de l'avoir suivi.